Donc Martin, est-ce que on va donc débattre de la question européenne et de essayer de comprendre et essayer d'analyser cette politique européenne vis-à-vis de la vie associative, voir un peu comment l'Europe s'occupe des associations, avec l'idée que voilà, c'est un sujet qui nous semble majeur à saisir au CAC parce qu'on comprend que une partie des décisions sur la vie associative, sur la politique associative se joue au niveau européen et qu'il faut vraiment qu'on décrypte bien et qu'on suive bien cette actualité. Sinon, si on ne s'occupe pas de l'Europe, l'Europe va s'occuper de nous et on a bien envie d'influencer sur cette politique-là pour essayer d'éviter d'être entièrement considérés comme des entreprises parce que c'est un peu toute la bataille se joue là, c'est-à-dire d'essayer de défendre un statut associatif qui soit vraiment non lucratif et qui soit pas voilà, que les associations ne soient pas considérées comme des entreprises au niveau européen. Et donc Martin, comment ça se joue cette histoire au niveau européen? Est-ce que tu peux nous donner un peu des éléments de compréhension et déjà peut-être des bases sur comment les associations sont perçues par l'Europe? Cool, merci Marianne. Alors, juste, en fait, peut-être pour commencer, moi j'ai deux propos liminaires. Le premier, c'est avant tout que je suis ni juriste ni avocat. Et donc moi, en gros, j'ai fait un peu un boulot d'exégèse du droit européen à des fins qui étaient propres à mon secteur. C'est-à-dire que moi, je bosse pour des ressourceries recycleries, des structures Emmaüs. Et c'est un boulot que j'ai dû faire face à la montée de la concurrence marchande, c'est-à-dire l'industrie du déchet, puis ensuite l'industrie du neuf qui se développe sur les activités de seconde main. Et donc, c'est un boulot que j'ai dû faire pour quelque part consolider la subvention pour nos activités. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est très liés aux compétences de gestion de déchets des collectivités territoriales en matière de financement. Mon secteur, il est dépendant des politiques d'insertion, parce que globalement, ces structures d'action sociale, mais avant tout d'insertion socio-professionnelle qui se sont développées sur les activités de réemploi. Et notre gros boulot des 10 dernières années était de construire la politique environnementale de gestion de déchets en adéquation avec le fait associatif. Et en gros, on s'est confronté à un certain nombre de problèmes, à commencer par le fait que le logiciel des collectivités territoriales en matière de gestion de déchets est un logiciel industriel et donc de commande publique. Et notre gros enjeu étant de développer une vision un peu transversale, sociale, environnementale, dans les mains d'ingénieurs techno de gestion de déchets, avec dans leur besace les instruments du marché public. Voilà. Et nous, ce gros enjeu étant de ne pas substituer à l'industrie de traitement de déchets et de jouer un rôle citoyen et associatif sur nos territoires, ce qui était du coup pas une mince affaire. Et c'est de ça qu'on s'est retrouvé à bosser sur les questions européennes, parce qu'en fait, on a majoritairement buté sur le droit européen comme un peu frein à la subvention, quoi. Voilà. Donc, ce que je vous propose là, c'est plutôt une analyse politique du droit européen et de la conjoncture actuelle, plutôt qu'un cours ouais, c'est pas un cours régalien de droit avec faisceau jurisprudentiel et ainsi de suite. Deuxième propos liminaire, c'est que tout ça me vient du CAC, en gros. C'est le CAC qui a, pour ma part, initié le sujet, ou en tout cas m'a initié au sujet il y a une dizaine d'années. Jean-Baptiste était déjà dans les parages, Gilles aussi, Olivier aussi, je crois. Mais l'expert du sujet à l'époque, en tout cas la personne qui alertait beaucoup à l'époque, c'était Jean-Claude Boile, et qui a été un peu, pour moi, l'initiateur du sujet, quoi. En gros, le CAC est vraiment précurseur sur ces sujets, et c'est hyper important. D'autant que aujourd'hui, en France, on est très peu nombreux à se préoccuper de ce sujet, et d'ailleurs trop peu nombreux, parce que les trains nous passent devant, et on sait à peine ni les comprendre, ni les analyser, ni agir dessus, quoi. On est vraiment à la traîne. Voilà, message passé. Et donc, c'est un peu le gros enjeu là, c'est si possible de chercher au plus vite les connaissances et compétences qui subsistent dans nos organisations, et si possible, créer une mobilisation qui nous permettra d'être un peu actifs et à minima en compréhension puis active de ce qui se passe à l'échelle européenne. Et roule. Tout ça
En gros, s'inscrit dans un contexte un peu général. Le premier constat pour moi, celui que je trouve le plus explicite, c'est que de 2005 à 2017, le monde associatif a perdu en volume de recettes, c'est-à-dire en gros le monde associatif en général, donc tous secteurs confondus, a perdu 41% de ses subventions dans sa part de recettes. Alors, il ne s'agit pas d'une baisse en numéraire de 41% du montant de subventions décaissées par les pouvoirs publics, mais une baisse dans nos ratios de modèle économique. En numéraire, on n'a pas le chiffre. La conséquence, alors, donc baisse de 41%, donc on est 2005-2017. Dans le même temps, les recettes marchandes ont augmenté de 31%. Et dans les recettes marchandes, on a les recettes de vente de biens et de services et les recettes marché public. Si on se concentre sur la part marché public, celle-ci, elle a augmenté de 41%. Alors pareil, toute chose n'est pas égale quand on parle de ratio de modèle économique. Baisse de 41% de subventions, augmentation de 41% de marché public, c'est pas égal. Et je n'aurai pas les chiffres, il faut demander à Viviane Tchernonog qui nous fait le super boulot d'analyse économique de tout ça. Mais globalement, on est sur une tendance. En gros, on est sur une tendance de baisse drastique de subventions. Cette baisse, elle génère plusieurs phénomènes. Le premier, c'est la réduction du nombre d'associations employeuses, et particulièrement parmi les plus petites. Les 0,6 salariés ont beaucoup disparu dans cette période. On n'est pas tout à fait au clair sur le chiffre, et d'ailleurs, même les études de Tchernonog se contredisent en fonction de ces périodes de publication. Et c'est un gros problème là. Moi, je me confronte à ça parce que j'aimerais pouvoir produire un boulot au CESE sur la marchandisation du monde associatif, et je me confronte à un problème de chiffres. Mais parmi, si vous voulez, le chiffre le plus gros que j'ai réussi à compiler dans les études Tchernonog, c'est qu'on aurait possiblement perdu au maximum 13% des assos employeuses entre 2005 et 2017. Et je pense que ce chiffre est surestimé. Il n'empêche qu'on est sur un cadre de tendance. La disparition des assos employeuses se trouve majoritairement parmi les 0,6 salariés, avec un phénomène double, c'est qu'on n'a pas perdu en nombre d'emplois jusqu'à cette période d'études. Ce que ça veut dire, c'est que globalement, le monde associatif s'est concentré. En gros, les assos moyennes et grosses sont devenues plus moyennes et plus grosses, et les petites ont tendance à disparaître. Voilà. C'est assez, on s'en rend assez vite compte sur le plan territorial, et c'est assez logique, par exemple, en concomitance avec la concentration des compétences. À mesure qu'on désaffecte le bloc communal de ses compétences régaliennes et qu'on le transfère à des logiques de concentration de type intercommunalité et région, les pouvoirs publics ont tendance à vouloir, ou en tout cas à administrer sur des territoires qui sont beaucoup plus gros, et donc en gros ça génère une forme de déterritorialisation de la vie associative, et particulièrement quand il s'agit de commandes publiques. Pour nous, par exemple, sur notre secteur, les compétences déchets territorialisées dans les intercommunalités veulent un seul prestataire de service pour l'ensemble d'une intercommunalité, alors qu'une asso locale de mon secteur, elle s'occupe à peine de la moitié d'une ville moyenne, quoi. Les autres phénomènes de tout ça, on les connaît assez bien, hein, c'est l'érosion du bénévolat, et en fait, la fameuse professionnalisation du monde associatif. Et puis, à mon sens, moi j'émets l'hypothèse qu'une partie du malaise salarial associatif se trouve sa cause là-dedans. Voilà. Donc, quand on s'est mis à étudier le sujet du pourquoi tout ça, pourquoi nos pouvoirs publics refusaient la subvention, on s'est frotté à Bruxelles. En gros, notre analyse du fait européen, c'est que globalement, la compétence marché unique qui est entre les mains de l'Europe est allée beaucoup trop loin en matière de pensée autour de la concurrence. En fait, l'Europe a une pensée assez majoritaire qui consiste à dire c'est la concurrence qui aujourd'hui est notre instrument de construction du marché intérieur, à plusieurs vertus. Un, elle évite le monopole de type de type GAFAM, par exemple. Alors, en fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas, voire pas du tout le cas. Et deux, elle avait une vertu pour la droite européenne à l'époque, qui était de détruire les services publics industriels. En gros, l'Europe a constitué son principe de marché intérieur sur un principe politique de loyauté sur le marché intérieur. Loyauté induit
qu'il ne faut pas tricher au regard des autres pays, c'est-à-dire, en gros, elle limite drastiquement l'intervention publique, discrétionnaire, hors mise en concurrence. En gros, Bruxelles dit: «Si les pouvoirs publics veulent intervenir sur des secteurs d'activité, ils peuvent le faire à condition de mettre l'argent en concurrence». Ce qui rentre en contradiction avec le fait, de l'intervention publique, de type service public, majoritairement sur les questions industrielles, parce que l'Europe a réservé encore quelques champs à l'intérêt général. Par exemple, pour les activités purement sociales, elle permet encore, des services publics qui se tiennent relativement debout, mais par contre, pour les questions énergie, transport, poste, voire même hôpital, l'Europe a forcé les États membres à réduire, voire supprimer leur intervention publique, par principe de loyauté, de manière à ce qu'EDF vienne pas faire concurrence sur le territoire allemand ou le territoire italien. L'effet de bord de tout ça, c'est que l'espace de l'initiative citoyenne des intéressés est passé un peu à l'as, c'est-à-dire elle est passée hors des radars. Est-ce que vous pouvez me couper, hein, à mesure de voilà, vous hésitez pas à poser des questions quand ça vient. OK. Ouais, Élise, tu pas une question? Non? OK, d'accord. On a bon, en gros, ce principe de libre concurrence pose un énorme problème pour le fait associatif, puisque le fait associatif est majoritairement dépendant de son instrument historique, qui est la subvention, et qui est un instrument discrétionnaire, un instrument de financement public discrétionnaire. Tout ça est lié à deux gros problèmes aujourd'hui dans la Constitution et des traités et des directives européennes. C'est que, il n'y a pas de statut associatif en Europe. Ça, c'est un gros loupé. Je crois avoir compris, dans mes lectures et dans les discussions qu'au moment où, l'Europe constitue, ses traités autour du marché unique, fixe un droit d'établissement, et ça va à un moment, je ferai un petit appel à nos amis belges sur la question du droit d'établissement, dans lequel globalement ne sont considérées que les entreprises en matière d'établissement, dans le marché intérieur. À l'époque, je crois que les coopératives ont levé la main et ont gagné une place là-dedans. Par contre, les assos l'ont pas fait. Voilà, et on a raté un coche. Le deuxième problème, c'est que la non-lucrativité est hyper différente en fonction des pays. Et d'ailleurs, nous-mêmes en France, on se retrouve avec un cadre qui est un peu en bordel, c'est-à-dire qu'on a la non-lucrativité, allez, on pourrait dire statutaire, et la non-lucrativité fiscale. La non-lucrativité fiscale à l'échelle française est un cadre, en gros, de comportement sur le marché intérieur. Elle est d'ailleurs aussi fondée sur un principe de non-concurrence, mais aussi de gestion désintéressée, ce qui est relativement différent de ce qu'on entend dans le commun de la non-lucrativité, c'est-à-dire pas de reversion des excédents au capital privé. Donc, nos deux grands manquements européens, c'est pas de statut associatif et pas de reconnaissance claire de la non-lucrativité. On a quelques jurisprudences ou quelques avis de la Commission qui font état de la non-lucrativité comme étant un facteur indiciel de l'intérêt général, mais ça n'a jamais été sanctuarisé comme tel. Voilà. Et si j'en comprends ce que nous dit aujourd'hui le commissaire qui s'occupe du sujet économie sociale et solidaire au côté européen, et qui du coup s'occupe en partie des questions associatives, c'est que quand on fait le benchmark, et je crois qu'on a eu plusieurs époques, on a eu deux fenêtres de tir à l'époque à l'échelle européenne pour créer un statut associatif, et les deux ont échoué. La troisième est en cours. Et elle s'est déjà désengagée de l'idée de créer un statut national, enfin un statut uniformisé de droit national, pour se concentrer sur un possible statut européen, parce qu'il n'était pas possible d'uniformiser un statut de droit national sans foutre le bordel partout, parce qu'on globalement les 27 ont des cadres de la vie associative qui sont très différents les uns des autres. Voilà. C'est à ce moment-là où, pour ma part, vous pourrez sentir le manque, parce que globalement, je suis un peu jeune, j'ai pas participé de ces boulots-là, et on a encore quelques experts qui maîtrisent cette histoire-là et qui ont bossé dessus. Je pense à Philippe-Henri Dutheil qui a beaucoup bossé dessus, et Thierry Guillois qui a aussi beaucoup bossé dessus. Là, tu parlais du rapport Lagodinsky, le dernier. Alors, voilà. On est donc dans un moment un peu particulier. Là, je vais quand même vérifier sur mes slides là si j'oublie rien de très Ouais, ok. Ouais, j'y reviendrai pour le détail un peu plus tard. Mais en gros, on est dans un moment un peu particulier où l'Europe se saisit de plusieurs sujets, c'est-à-dire, si je prends un peu de recul, crise Covid, crise écologique, l'Europe se rend compte qu'elle est peut-être allée un peu trop loin dans son principe de concurrence.
crise Covid, on se rend compte que le droit de la concurrence a énormément limité les États membres à intervenir pour gérer l'urgence de la crise. Et que donc on a dû faire péter toutes les règles qui limitent l'intervention publique pendant cette période Covid, de manière à ce qu'on puisse décaisser autant de milliards d'euros, et particulièrement en direction des entreprises, sans réellement apporter de conditionnalité à tout ça. Et deux, pour la crise écologique, on se rend compte qu'on a des gros problèmes de pilotage de nos services publics industriels, puisqu'on n'en a presque plus, et qu'ils seront possiblement nécessaires pour prendre le virage. On rajoute à ça un troisième élément, c'est la montée du nationalisme et du coup du souverainisme en Europe, qui, quelque part, remet en question le fait qu'une politique publique européenne qui repose exclusivement sur un principe de marché intérieur puisse suffire à fabriquer de la vie démocratique et citoyenne en Europe. Donc en gros, ces trois grandes lignes font dire à l'Europe qu'elle est un peu en danger et qu'il est temps qu'elle bouge ses fesses. Et que possiblement, elle revienne un peu en arrière sur son principe de concurrence. Question d'Europe sociale, évidemment. Notre gros problème aujourd'hui, c'est que, enfin, ça c'est mon analyse politique, c'est que tout ce qui sort en ce moment sur les questions de revalorisation de l'espace citoyen en Europe ne se fait qu'au travers du prisme du marché intérieur et donc du prisme des règles de concurrence. Et je suis assez sceptique à l'idée que l'Europe soit capable de créer un espace d'intérêt général en s'émancipant de ces vieilles doctrines. Voilà. C'est un peu ça notre crainte du moment. Les deux gros chantiers qui nous concernent en ce moment sur cette grande thématique de reconstruction d'une Europe aller à l'activité économique locale et à la citoyenneté, ou en tout cas à l'activité citoyenne dynamique, sont le plan pour l'économie sociale et solidaire, qui est sorti du commissaire Schmitt, donc commissaire travail-emploi, économie sociale et solidaire, et je ne sais pas ce qu'il a d'autre dans son portefeuille. Et un rapport qui a été poussé par les Verts allemands, Sergei Lagodinsky, donc qui est sorti du Parlement, et qui est le rapport pour en gros pour le soutien ou la consolidation des activités transfrontalières associatives, avec pour objectif de créer un statut associatif transfrontalier, c'est-à-dire un statut associatif européen. On va commencer par le sujet Lagodinsky. En gros, de ce que j'ai compris des discussions avec les Verts européens, c'est que globalement, Lagodinsky, sa vision était de dire il faut un refuge statutaire pour les assos dans les pays d'extrême droite en Europe. Alors, en gros, les attaques aux libertés associatives se font de plus en plus fortes, et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être dans un pays d'extrême droite pour le voir passer. Le CERF en est un magnifique exemple chez nous, et donc il faut qu'on puisse produire un refuge statutaire pour que les assos s'y déplacent, en cas de dissolution ou en cas d'attaque directe. Ça, c'était sa base. Il eût été un moment question de créer une uniformisation statutaire de droit national, il a abandonné. Ça, on passe à côté du risque aujourd'hui de voir des obligations statutaires qui seraient moins disantes que celles qu'on peut avoir sur la loi 1901. On ne sait pas s'ils vont réussir à aboutir à un statut européen. Pour l'instant, c'est en discussion. Bruxelles est censé faire des propositions législatives au deuxième trimestre 2023, donc ça arrive quand même assez vite. Le problème qu'on a aujourd'hui, en tout cas que moi j'observe dans le travail de Lagodinsky, c'est que pour légitimer le monde associatif européen, il a extrêmement utilisé l'espace économique, ou en tout cas la résultante économique du monde associatif. Ce qui n'est pas déconnant, qui est un peu notre réflexe depuis des décennies en France. Le risque de ce réflexe-là, c'est de se voir basculer dans l'espace concurrentiel. On l'a vu, alors peut-être que vous pourriez me contredire, mais mon analyse des mouvements de la culture a été un peu ça. En fait, on a, à mon sens, pendant des années légitimé le champ culturel face à la baisse des subventions et face à l'augmentation des acteurs marchands sur le champ culturel. On l'a beaucoup légitimé en matière de retombées économiques, puisque on portait de plus en plus discrédit sur le sens politique de développer la culture et de développer de développer des champs d'éducation populaire. On s'est de plus en plus légitimé sur les champs économiques, et du coup, petit à petit, on se fait basculer dans l'espace économique et donc dans l'espace marchand. Le risque Lagodinsky aujourd'hui, c'est que la valorisation du monde associatif n'est pas tant marquée par des questions de citoyenneté, des questions démocratiques et des questions d'engagement citoyen, mais avant tout sur des questions économiques, et donc le risque étant de basculer dans l'espace du marché intérieur. Et d'ailleurs, le rapport Lagodinsky est très clair, les associations font partie du marché intérieur.
Et faire partie du marché intérieur induit respecter ces règles. Et dans le marché intérieur, la règle principale étant que l'intervention publique discrétionnaire est interdite. Et donc le gros risque pour nous étant de voir péricliter, voire disparaître, ça n'arrivera pas, mais à minima péricliter, le financement par le mode de subvention du monde associatif à la française. Est-ce que jusque-là, je suis à peu près clair? Ok. Si je dois vous donner quelques petits exemples, en gros, le marché intérieur, par principe, interdit les financements discrétionnaires hors dérogation. Et on a quelques cadres de dérogation. Parmi ceux-là, et d'ailleurs, je vous conseille vivement, le meilleur boulot sur le sujet, c'est le guide Opale. Je sais pas si... Hop là. Merde, je l'ai pas. Je suis flou. Bon, c'est le guide Opale sur lequel le CAC a bossé avec RTES, l'UFISC, pardon. Mais en gros, l'Europe permet quelques exemptions à la dépense discrétionnaire à partir du moment où elles sont plafonnées, c'est-à-dire en fait à partir du moment où elles font pas trop courir le risque de distorsion de concurrence. Et ces exemptions, elles sont assez dangereuses pour nous. Elles commencent par les minimis. Donc la règle des minimis, c'est de dire on a le droit de financer de manière discrétionnaire un acteur associatif ou entrepreneurial, Isabelle Cool, à hauteur de 200 000 euros, c'est-à-dire plafonné à 200 000 euros tous les 3 ans. Donc, pas plus de 200 000 euros d'argent public en sonnant et trébuchant ou en nature sur une période de 3 ans. Je vous laisse imaginer les dommages que ça peut avoir sur la vie associative en France. Et sinon, si on le souhaite, il faut passer par ce qu'on appelle des actes de mandatement. C'est les fameux services d'intérêt généraux. Donc, on a un sujet qui est très présent en France, qui est le service d'intérêt économique général, et qui est un acte de mandatement qui est très complexe à mettre en œuvre, que beaucoup de collectivités n'arrivent pas à mettre en œuvre parce que c'est hyper lourd administrativement, et qui permet de déplafonner les minimis à hauteur de 500 000 euros tous les 3 ans. Avec un deuxième stade à hauteur de 15 millions d'euros, mais celui-ci, il est très difficile d'accès. Le souci de tout ça, vous le voyez assez bien, c'est que globalement, ça plafonne la subvention. Et le deuxième souci du service d'intérêt économique général, c'est que ça transgresse un fait politique, ou en tout cas la philosophie du droit de la subvention. C'est qu'en fait, le service d'intérêt économique général est une subvention moyennant service rendu. C'est-à-dire qu'en gros, il rentre en contradiction avec le principe ascendant de la subvention, qui consiste à dire c'est l'initiative citoyenne qui détermine son besoin, qui sollicite le pouvoir public, et le pouvoir public qui subventionne, à condition qu'il n'y ait pas de service rendu direct et que l'acte de subvention soit au service d'une action d'intérêt général. Le SIEG, c'est pas pareil. C'est une forme de compensation de prix. En gros, les pouvoirs publics achètent un service sans le mettre en concurrence, en fait. Et nous, je trouve en ce moment, on est assez mauvais sur ces sujets-là parce que beaucoup de nos réseaux se sont saisis du SIEG parce qu'en fait, ça a consolidé la capacité juridique des pouvoirs publics à nous subventionner, c'est-à-dire sans prendre le risque que Bruxelles leur tombe dessus. En gros, ça sécurise les services d'affaires, les services juridiques des collectivités, des pouvoirs publics. Et deux, tout bêtement, il y a marqué économique et intérêt général dans le titre, et du coup, ça fait kiffer tout le monde. Et donc, c'est assez cool d'être un acteur économique qui pense l'économie autrement, et c'est assez cool d'être d'intérêt général, mais c'est sûr que, et quelque part, c'est un peu difficile de se projeter. En tout cas, on a du mal, je pense, collectivement, à se projeter dans les effets de bord que ça peut générer. Voilà. Je vais prendre un tout petit peu de recul parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc, de l'approche politique de l'intérêt général européen. Et c'est là notre gros problème et notre gros risque. En fait, on a une différenciation sémantique de l'intérêt général en Europe par rapport à la France. C'est que l'Europe qualifie d'intérêt général les activités dites non économiques. Ce qui est d'intérêt privé sont les activités dites économiques. D'accord ? Et là, nous, on a un problème de positionnement politique. C'est-à-dire que si on veut rentrer dans le sillon de l'intérêt général européen, il faut être qualifié d'activité dite non économique. Et notre champ qui tente de prendre de la place dans l'espace économique, même par des activités dites non marchandes en France,
on a beaucoup de mal à se projeter dans notre capacité à se revendiquer comme acteur non économique. Et c'est relativement légitime sur le plan politique, par contre, c'est très dangereux sur le plan juridique européen. En gros, les activités dites économiques sont de fait intégrées dans l'espace du marché intérieur et donc de fait assujetties aux règles de concurrence. Or, petites exemptions dont on parlait tout à l'heure, les fameux minimis et SIEG. J'ai peut-être une slide pour vous expliquer, ou en tout cas vous donner un peu vision sur la différence, enfin, sur ce qu'est en Europe ou une activité économique ou une activité non économique. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le spectre de l'intérêt général européen est très petit comparé au spectre français. En fait, l'Europe a un spectre des activités non économiques qui est hyper restreint, à l'endroit où la France, post-Seconde Guerre mondiale, avait un spectre très large, de par sa politique de nationalisation, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, un service public industriel, s'il avait voulu rester service public, aurait dû être du côté des activités non économiques. Les activités non économiques du côté européen, globalement, c'est l'armée, la police, la sécurité et le contrôle aérien. En gros, c'est l'ultra régalien. C'est la surveillance anti-pollution, c'est l'organisation, le financement et l'exécution des peines de prison. Ça pourrait être, et c'est aussi, et c'est là une partie une partie de victoire du champ associatif français, mais aussi, je pense, avant tout, du welfare state à la française, c'est les activités dites purement sociales. C'est-à-dire qu'en gros, l'Europe a considéré comme non économique, par exemple, la sécurité sociale et un certain nombre de politiques de type minima sociaux ou de type insertion par l'activité socio-professionnelle. Mais l'ensemble des activités sociales françaises ne sont pas tout à fait comprises, ne sont pas toutes comprises dans ce scope des activités purement sociales, à en voir ce qu'on a fait par exemple pour la vieillesse, et particulièrement pour le champ des EHPAD. C'est-à-dire qu'en gros, partout où on rate la considération d'acteurs non économiques, on est obligé de mettre en concurrence les secteurs d'activité. Et donc de les ouvrir au privé, lucratif. Excusez-moi. Ok, ça donc, voilà. Je reviens sur la tendance actuelle, Lagodinsky et donc plan ESS. L'erreur donc de Lagodinsky, à notre sens, étant d'avoir considéré les assos comme des acteurs économiques à part entière, ce qui risquerait aujourd'hui de clarifier un flou jurisprudentiel. Car en fait, aujourd'hui, si la France continue à subventionner de manière discrétionnaire des associations qui vendent des biens et des services, c'est en partie par manque de connaissance du droit européen, parce que globalement le droit européen devrait l'interdire, ou alors par arbitrage relativement, je dirais, transgressif. C'est globalement un arbitrage de gestion du risque. C'est de dire, ok, je sais que c'est pas très légal au regard de l'Europe, mais pour 300 000 balles, on va pas me faire chier. Et ce qui, d'après moi, même je pense un peu, on peut le dire, je crois qu'on peut l'affirmer assez collectivement, ce qui génère la baisse des subventions en France est l'acculturation progressive à ce droit européen d'une complexité assez inouïe, qui est constituée autant d'analyse politique des traités que de directives que de jurisprudence. Et qui est très peu éclaircie. Le boulot d'éclaircissement, il est hyper rare. J'en ai un là. Pour moi, le gros boulot d'éclaircissement, il a été fait par Laetitia Driguez. Je vous conseille vivement de lire ce bouquin. Le problème qu'on a, nous, monde associatif, avec ce bouquin, il a été commandé par la MGEN, c'est qu'il tire la conclusion que la bataille pour créer un statut non lucratif en Europe est foutue, et que l'enjeu étant de créer une zone de lucrativité limitée dans le droit européen. Et c'est là tout notre problème aujourd'hui, c'est qu'une grosse partie de l'économie sociale et solidaire s'est désengagée de la bataille de créer un espace non marchand basé sur le fondement de la non-lucrativité à l'Europe, et aujourd'hui pousse pour la création d'une zone intermédiaire à l'intérieur du marché intérieur, donc régie par les règles de concurrence, avec ses propres exemptions et qui est fondée sur un principe de lucrativité limitée. Le risque étant de se voir plafonner au milieu de tout ça, enfin de se voir intégré au milieu de tout ça. Marianne? Ben, merci beaucoup, Martin. Est-ce Ouais. que je pense qu'on peut passer aux discussions? C'était ultra riche et clair et déjà, il faut qu'on s'approprie tout ce que tu nous amènes là.
Il y a déjà une petite question là sur la discussion publique de Sophia Lagarde qui demande, il me semble que l'UNIOPS à l'époque avait poussé vers services sociaux d'intérêt général plutôt que services d'intérêt économique général. Je voulais aussi te demander, il me semble qu'on aurait pu prendre un autre chemin, justement, défendre la notion de service non économique d'intérêt général à une époque. Ouais. Alors, pour le SSIG, donc le service sociaux d'intérêt général, c'est ce qu'on appelle les activités purement sociales. C'est ce qui, en gros, c'est l'acte de mandatement d'un État ou d'un pouvoir public territorial qui consiste en gros à dire « je considère que ça rentre dans les activités purement sociales et donc je mandate l'association ou le collectif d'assos pour réaliser ces actions purement sociales d'intérêt général ». Le blême de tout ça quand même, c'est qu'on n'a pas de droit positif et qu'il faut produire des actes de mandatement. Hein. Et ça, produire des actes de mandatement, c'est pas donné à tous les pouvoirs publics et particulièrement aux petits. Je vois le slide, j'avais pas vu le chat. Tu peux mettre en lien les références vers la publi MGEN. Ok, Sophia, je vais faire ça. Et Marianne, tu avais une deuxième question. Sur un moment, on aurait pu, on a laissé tomber la bataille de défendre la notion de service non économique d'intérêt général. Alors, mon sentiment actuel, c'est que oui. Voilà. Alors, je suis pas encore. Quand je vous dis on rate des trains, moi ce sujet, je l'ai quand même, je l'ai bien bordé. Je pense suffisamment pour pouvoir me lier avec des spécialistes du secteur et pas paraître trop amateur. Par contre, ce que j'ai pas abordé, c'est la diplomatie et le schéma et l'organisation politique européenne. C'est-à-dire que les liens avec les organisations associatives des 27 sont hyper faibles, on en a très peu, nos organisations associatives européennes ne sont pas hyper puissantes, et pour ma part, j'en ai pas, à part avec quelques Allemands. Et de ce que je sors aujourd'hui des retours des organisations des autres États membres, c'est qu'ils ont complètement abandonné la bataille de nous sortir des activités de marché. C'est-à-dire que, et la gauche européenne n'a pas créé d'exemption dans son texte actuel sorti de Parlement pour dire une partie des actions associatives doivent être protégées de la concurrence. C'est pas clair. Et en plus de ça, le monde associatif européen n'a pas l'air d'être ferme sur le sujet. On a poussé une contribution avec le mouvement associatif dans cette direction-là, mais quand on a dit ça à la directrice de cabinet du commissaire Schmitt, elle tombait un peu de sa chaise, quoi, en disant on n'a jamais entendu ça ailleurs. Je pense qu'on est très marginaux en France au regard des autres pays. Et c'est d'ailleurs, c'est Olivier Smet, je crois. J'attendrai beaucoup des échanges avec les Belges sur le sujet. D'autant que je crois que ce sont nos plus proches sur la thématique associative. Il n'est pas Je vais vérifier pour le sujet MGEN. Je viens d'avoir un abonnement à Kern et si ça se trouve, j'ai le bouquin en direct en PDF. Il faut que ça se partage. Hein. Une main levée, Élise. Élise, oui. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces explications, Martin. C'est à la fois passionnant et un peu effrayant. Moi, j'avais une question. Donc, tu disais qu'il y avait donc des initiatives qui étaient poussées, en tout cas par France, mais que ça se passe du coup par les DIRCAB et donc les relais politiques au niveau européen. Est-ce qu'il y a une coalition européenne d'associations ou des espaces où les associations européennes de différents pays se croisent sur ces sujets-là? J'imagine un peu un truc type un mouvement associatif européen et en fait je débarque complètement dans cette sphère-là. Il y en a deux. Tu me dis, je te réponds tout de suite ou tu veux poser plus de questions? Non, c'est bon, c'est ma question. D'accord. Il y en a deux. Il y a le Forum civique européen, sur lequel la France est d'ailleurs assez investie et porte la présidence. Je crois que, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un type de la Ligue de l'enseignement qui est aujourd'hui président du Forum civique européen. Et on en a un deuxième, dont le nom m'échappe, mais qui va me revenir assez vite. Et
typiquement, de là où je suis, je ne saurais pas dire comment les collaborations se font entre les deux organisations. Je sais que le mouvement associatif est assez proche du Forum civique européen. Je crois que le CAC aussi, hein, si je ne me trompe pas. Oui, on a eu Alexandrina, la directrice, qui est venue, par exemple, la semaine dernière sur une rencontre qu'on organisait. Mathieu de Porter, le CEDAG. Donc, le CEDAG étant la deuxième organisation européenne. Et le CEDAG, ça veut dire quoi? Je vais vous le dire tout de suite. J'y suis pas, ça sort pas. Et dans le CEDAG, il y a des fondations. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, et moi, ça fait partie des débats que j'aimerais bien qu'on ait en France là-dessus, là, et je prendrai la question suivante à la sortie, c'est que, en fait, j'ai un peu la sensation que les associations risquent d'être victimes d'un effet d'inertie des coopératives et des mutuelles qui se sont fait basculer dans l'espace concurrentiel. On en discute, enfin pour ma part, j'en discute assez peu avec la coopération et la mutualité, mais c'est les débats que j'aimerais pouvoir engager au CESE. La coopération s'est fait sortir de la non-lucrativité en droit français dans les années 80. Les mutuelles se sont fait entièrement basculer dans les années 2000 dans le marché intérieur par Bruxelles. En gros, on a, si je ne me trompe pas, et je veux bien que les plus anciens de cette table ou les plus sachants viennent me corriger, mais Solvabilité 2 et Solvabilité 1 d'ailleurs, en gros, l'Europe a forcé les mutuelles à rentrer en concurrence avec les assureurs privés, leur a supprimé certains monopoles de type mutuelle de service public. Et globalement, ce réflexe bruxellois est en train risque, à mon sens, de s'appliquer au monde associatif. Le deal avec le diable, enfin, le deal le plus difficile qui, je pense, pourrait être à faire, c'est que on nous dise mais le marché intérieur vous apportera des sécurités. Et c'est tout à fait d'ailleurs comment la Commission a aujourd'hui traduit le travail Lagodinsky en nous disant vous aurez la sécurité du droit d'établissement, possiblement, et je ne vois pas bien exactement quel genre de sécurité ça nous apporterait, sauf si on a vraiment un statut transfrontalier qui se tient bien. Mais aussi, on pourrait demain vous sécuriser les subventions. Et particulièrement, du coup, c'est là où la bataille va être difficile, c'est qu'on pourrait se voir proposer de se faire sécuriser les petites subventions, mais pas les grosses. Et comme le champ associatif est majoritairement constitué de petites associations, le deal sera difficile à faire. Je vous donne un exemple de ce qui, hors minimis, pourrait être une forme de sécurisation de la subvention. La plupart des subventions sont sécurisées dans un registre qu'on appelle le registre d'exemption par catégorie. Et là-dedans, pour mon secteur, on a une exemption qui permet au pouvoir public de financer le secteur du recyclage et du réemploi des déchets. Et ça dit, un pouvoir public a le droit de subventionner en investissement et pas en fonctionnement, à hauteur d'1,2 million, plafonné à 55% d'argent public. Le jour où l'État s'est attaché à ce régime d'exemption par catégorie, nous, à SOS, on est passé à l'AS des financements de l'ADEME, qui est notre agence de financement public étatique. Pourquoi? Parce que quand on est passé de 80% de subventions publiques maximum dans nos financements à 55%, eh ben, le monde associatif n'a pas pu se saisir des investissements parce qu'on n'avait pas les fonds propres. Le risque étant demain qu'on ait ce genre de cadrage. C'est-à-dire, en gros, mettons, on va plafonner à X millions d'euros ou à X centaines de milliers d'euros, ce qui n'est pas impossible, avec des taux prédéfinis. Voilà. Et que tout ça soit moins disant que ce que la France est en capacité de faire. Je m'arrête, main levée. Marianne. Oui, enfin, il y avait Olivier avant. Olivier. Olivier ? C'est à moi, là? Oui, c'est à toi, là. Oui, par rapport enfin, c'est tout à l'heure, hein, vous avez dit que dans le monde associatif, il y avait beaucoup d'assauts employeurs qui avaient stoppé et que les emplois, pour autant, n'avaient pas diminué. Je voulais savoir quel type d'emploi était concerné. Je n'en ai aucune idée. Parce que, justement, les grandes mutuelles reprennent beaucoup d'associations petites dans le secteur d'aide à domicile. Et je me demandais si ça concernait ce secteur-là. Ah, alors la question, c'est quels sont les secteurs qui ont le plus vécu de concentration ou quels sont les types d'emplois? Enfin, en fait, d'ailleurs, pour les deux questions, je ne saurais pas y répondre.
les boulots de Charnonog ne sont pas assez précis dans son bouquin pour qu'on puisse voir assez clair là-dessus. Ou alors, certainement, elle a les bases de données il faut qu'on la sollicite parce qu'elle a vraiment le gros du savoir statistique là, sur ces sujets-là. Et je ne saurais pas vous dire. C'est un peu les limites de mon exercice. Je ne suis pas chercheur, je fais du travail politique pour le monde asso, quoi. Ok, merci. Je me permets de poser deux autres questions derrière, enfin une seule d'ailleurs. On sait que les tendances actuelles de l'utilisation de l'association en France, il y a deux choses. Il y a le contrat d'engagement républicain qui est quand même un contrôle idéologique des associations, et il y a l'utilisation des associations pour pallier un déficit de services publics. J'aurais aimé savoir si tu savais si c'était à peu près la même chose dans les autres pays européens. Il me semble qu'en Belgique, c'est pas le cas. Et est-ce que ce contrôle idéologique est jumelé à l'accès aux subventions dans le droit européen? Je crois qu'il va falloir que tu recommences ta question. Excuse-moi. Ok, je disais qu'en France, ce qu'on constate, c'est qu'on utilise les associations en concurrence des services publics pour pallier un déficit de services publics. C'est un premier piège. Et la deuxième chose, c'est qu'avec le contrat d'engagement européen, le contrat d'engagement républicain, pardon, il y a un contrôle idéologique des associations. Complet, ce qui s'est passé à Alternativa à Poitiers. Ma question était, est-ce que cette tendance est une tendance européenne ou pas? Et est-ce que tu connais à peu près la situation dans d'autres pays? Éventuellement, si Pierre Smet peut nous dire ce qui se passe en Belgique, je veux bien. Ouais, ok. Je vais t'apporter des petits éléments de réponse parce qu'encore une fois, et malheureusement pour ma part, je ne suis pas assez connecté avec le monde associatif européen. Service public, délégation de service public ou en tout cas substitution de service public par le monde associatif, je crois qu'on fait partie des plus avancés. La France est le pays qui a le plus d'associations et on voit augmenter le nombre d'assos très fortement dans cette grande période de délégation ou de substitution au service public. Je pense que d'ailleurs, c'est cette approche politique-là qui a majoritairement développé les activités associatives employeuses. Que ça induise un contrôle politique, avant le CER, le phénomène de contractualisation est déjà un phénomène de mise en dépendance du pouvoir politique. Et le CER vient accentuer ça. Voilà. Est-ce que c'est pareil dans d'autres pays européens? Je dirais assurément, voire en pire. Je sais pas, chez Orban, ça doit pas être cool d'être une asso, quoi. Comment ça se passe en Italie et en Espagne? Je crois entendre assez régulièrement que les plus proches de nous sont les Belges et les Espagnols. Je crois qu'en Italie, ils ont très peu d'assos et qu'ils sont majoritairement constitués en coopérative pour faire le travail social ou les autres activités militantes. Mais pour ma part, j'ai pas de panorama assez étayé là-dessus. Une bonne table ronde au futur avec quelques experts qui connaissent bien les contextes européens. Oui, oui, carrément. Puis en s'appuyant sur le travail que vous avez fait, Pierre, Collectif 21, parce que vous avez déjà eu quelques tables rondes avec des acteurs italiens, portugais, français autour de la table, et on peut être dans ce prolongement-là. Oui, je peux intervenir maintenant si vous voulez. Donc, je voudrais d'abord, ce que je vais dire, ça va peut-être un peu décaler les choses par rapport au débat, mais je trouve que c'est important. C'est quand même que sur le terrain, si on parle de l'Europe, la plupart des associations s'enfuient parce qu'elles disent que l'expérience qu'elles ont eue des appels à projets européens sont extrêmement lourds, extrêmement incertains, et que donc ça les dépasse complètement. Donc sauf dans des projets one-shot, par exemple Erasmus. Là, effectivement, ils font ça une fois ou deux et puis ils arrêtent. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de voir que, de nouveau, quand on parle ici du secteur associatif, il faut bien avoir en tête de quel secteur associatif on parle. Hein. C'est-à-dire que là, ceux qui sont concernés et qui travaillent sur ces questions, c'est déjà ce qu'on peut appeler des moyennes associations, voire des grosses associations. Donc moi, en tout cas, si ici, ce qu'a révélé
le passage dans le CSA, c'est la présence et le rôle prépondérant des grosses associations, c'est-à-dire des associations qui ont 1000, 2000, 3000 employés. Il n'y en a pas beaucoup, vous en avez en France, hein, la Ligue de l'enseignement par exemple, il y en a. Et elle joue un rôle important, et ce qui est aussi à souligner, c'est qu'elle ne communique pas nécessairement avec les moyennes associations, voire avec les petites associations. Elle ne communique pas. Bon. Ceux qui sont en l'entre-deux, comme chez nous, ce que j'entends de leur part, c'est que, et qui ont des juristes, donc ils peuvent déjà se payer des juristes, ce qui est déjà pas mal, des juristes en plus qui connaissent le droit européen, eh bien, elles sont déjà dans un travail sur les questions d'accès au marché public, les questions de concurrence. Donc, ils sont déjà tout à fait au travail sur comment tenir le coup par rapport à la dimension européenne et des enjeux de marché, clairement. Ils sont déjà là-dedans, quoi. Donc, moi c'est ce que j'entends jusqu'à maintenant. Moi, je dirais que le dernier point, c'est que, parce que hier, j'ai été présenté le film du collectif 21 dans une école d'assistants sociaux, et la majorité, donc c'était les élèves de troisième année, dernière année, la majorité des élèves regardent le film et ils disent: tout ce que vous nous amenez sur ces questions de marchandisation et ça nous passe au-dessus de la tête. On n'y comprend rien, on ne voit pas le lien avec notre travail, on ne voit pas. Et donc, je trouve qu'il y a comme ça un enjeu politique vraiment fort important, qui est de travailler en quoi est-ce que les gens se sentent ou pas concernés par le politique, quoi. Voilà. Parce qu'il y en a toute une série pour qui ça ne les concerne pas. Ils sont, ou même certains viennent vous dire: moi, je suis payé pour travailler, pas pour faire la politique. Ou bien alors vous avez, je ne sais pas moi, les psychos qui, eux, sont dans leur clinique et ils ne font que de la clinique, et puis le politique, ouf, ça c'est très très loin, c'est autre chose que ce qu'ils font. Ils ne considèrent pas du tout que dans le cabinet ou dans l'entretien, il y a une dimension clinique. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment crucial, quoi. Je trouve vraiment que le niveau européen pose cette question-là. Parce qu'effectivement, il faut se mouiller, et aussi, et je terminerai là-dessus, parce qu'on rentre dans des différences radicales, et les peu de contacts que j'ai eus avec l'Espagne ou l'Italie, par exemple avec l'Espagne, c'était tout à fait révélateur. Qu'est-ce qu'on me disait? On me disait: tu sais, ici, vous, en Belgique, vous n'avez pas connu la dictature, et donc ça veut dire que c'est une période politique dans laquelle toute association était présumée antifasciste. Et donc le simple fait d'exister en tant qu'association était suspect. Voilà. Donc ça veut dire que quand on commence à parler avec d'autres pays, on tombe dans des réalités qui sont tout à fait autres, et qui reposent la question de la dictature, qui repose la question du politique, quoi. Et donc, c'est sûr que, par exemple, la Belgique, qui n'a pas coupé la tête au roi, qui n'a pas connu de dictature, qui est un petit pays là, qui est bien riche, tout ça, pour toute une série de gens, le politique, il existe. Hein, je veux dire, il y a quand même des choses qui se sont passées, mais c'est très, très, très loin. Donc, voilà, je trouve que voilà ce que je voulais dire à propos donc, je m'excuse, je décale un peu le débat, mais je trouve qu'en tout cas, moi, je trouve que concrètement, je pense que il y a un travail à faire avec les grosses associations et les grosses fédérations, et qui, ceci dit, nous regardent quand même de haut. Hein. Moi, le peu de contact que j'ai avec eux, ils me regardaient, mais de très, très haut, quoi. De très, très haut. Donc là, je parle des confédérations et des confédérations de confédérations. C'est ces niveaux-là dont on parle trop peu, quoi. Or, eux jouent un rôle important. Voilà, je n'aime pas avoir été trop long.
Alors, je ne sais plus quel est Jean-Baptiste, moi j'avais une question. Martin? J'aurais une petite réponse à... Non, mais je peux essayer d'être dans le prolongement de ce que dit Pierre, parce qu'en fait, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on organise un dialogue et des échanges pour qu'ils soient fructueux. Donc, c'est la question en fait de l'identification des leviers à partir de tout ce que tu as pu dire, Martin, et merci, parce que je pense que le travail de pédagogisation de ces enjeux, il est vraiment crucial en fait, pour l'heure, ça repose beaucoup sur toi, en fait. Donc, voilà. Non, pour préciser, c'était la question de savoir si on pouvait identifier un levier à travers le courrier que j'ai mis dans le chat, qui est un courrier écrit par le Forum civique européen, justement, signé par plein d'organisations de pays européens et pour la France, toute une série d'organisations assez intéressantes parce qu'assez hétéroclites. Ça va du CAC à la LDH en passant par la Coalition Liberté Associative, le mouvement associatif, AnimaFac, etc. Et en fait, ce courrier est très simple. Il demande à ce qu'il y ait une stratégie européenne pour la société civile dans le programme de travail de la Commission européenne l'année prochaine, en 2023, demain en fait. Savoir, d'une part, si ça a une chance d'aboutir et qu'est-ce qu'on peut en attendre et de quelle mesure ça s'articule avec ce que tu as présenté. Est-ce qu'on avait une autre intervention après toi, Jean-Baptiste? Ouais, moi j'avais une question. Après, il y avait Vas-y, Marianne. une question un peu réaction et un peu questionnement personnel. Je veux dire, il y a tout le mouvement de l'entrepreneuriat social qui est extrêmement puissant au niveau européen et qui est essentiellement constitué quand même d'associations et qui pour eux, il faut allier performance économique et impact social et écologique et donc qui sont plus du tout, qui se détachent de la notion de subvention, même s'ils en vivent, mais qui en fait se raccrochent à la notion d'investissement à impact social, où là, il n'y a plus de plafond, hein. On est dans les 200 000 euros, on est largement dépassé. On est sur les 2 millions, 5 millions d'euros sur les contrats impact social. On n'est plus du tout sur ces niveaux de financement. Et donc, je m'interroge sur comment tout ce courant, qui est aussi associatif, hein, et qui est justement porté par des grosses associations, comment tout ce courant, en fait, a aucun intérêt à ce que ce qu'on pourrait nous soutenir comme vision d'un statut européen non lucratif et non économique, enfin dans cette notion de service d'intérêt général non économique, en fait, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça soit défendu et je pense ils ont par contre beaucoup plus de liens avec le niveau européen. Enfin, il y a eu une tribune dernièrement. Voilà, donc je m'interroge sur tout ça et comment il ne faut pas qu'on oublie, nous, dans notre analyse, tout cet aspect-là, parce qu'il me semble aussi très important. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, c'est un peu brouillon. Voilà. Avant de prendre la parole, le retour d'Olivier, sinon ça me fait beaucoup de questions. Je vais répondre à Pierre, Jean-Baptiste et toi. Pierre, tu disais un des gros dommages, enfin en tout cas une des causes des dommages collatéraux qu'on peut avoir sur nos questions nationales, mais aussi sur nos questions européennes, c'est la dichotomie entre les très grandes organisations, leur contexte, leurs besoins et les petites associations. Je pense que là, dans ce momentum européen, les petites associations ont une carte à jouer parce qu'à mon sens, ce qui est mis en danger au futur côté Europe sont les grosses subventions. J'aurais tendance à penser que les petites assos ont presque à y gagner à très court terme de ce qui pourrait se passer en Europe, c'est-à-dire la sanctuarisation d'un régime d'exemption de subventions qui soit plafonné. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je vais voir la Ligue en leur disant vos 24 millions de subventions annuelles, elles pourraient basculer de manière systématique en marché public. Si vous ne vous préoccupez pas de ce qui se passe en Europe et si vous ne bossez pas pour être considérés comme des acteurs non économiques d'intérêt général, ça permet à minima de mobiliser les gros. Le problème, c'est que ce boulot n'a pas été fait. Et que, en fait, la plupart des grandes fédérations ont abdiqué
ou en tout cas celles avec lesquelles j'ai parlé, soit n'ont rien compris au sujet, ne se sont pas préoccupés du sujet, soit ont abdiqué, considérant que la bataille pour être d'intérêt général non économique étant perdue, il faut aménager le régime d'exemption qu'est le service d'intérêt économique général. Et qui, d'après moi, mais le débat français n'a jamais eu lieu, rentre en contradiction avec je vous le disais tout à l'heure, le principe politique de la subvention à la française, avec le fait ascendant, en gros, de la subvention. Voilà. Je peux apporter que ça comme réponse, Pierre, ou en tout cas comme retour à ton approche, voilà, ce que tu racontais sur le fait politique entre les grosses et les petites. Et clairement. Mais tu vois, sans être trop long, quoi, moi, ce qui me frappe, c'est que quand tu montes dans les échelles de représentation, je ne retrouve plus le discours associatif. Mmh. Je veux dire, quand tu rencontres des gens qui travaillent dans les fédérations, même s'ils ont fait un peu de terrain, je les trouve déjà dans un autre type de discours. Et si je rencontre les gens des confédérations, alors c'est encore pire, quoi. Parce que eux, j'ai l'impression qu'effectivement, le côté, si tu veux, un petit peu, allez, on va dire un peu critique, j'ose pas employer le mot subversif, mais un peu critique, se perd complètement. Ça devient vraiment plus que de la sous-traitance ou de la prestation. Ils sont plus du tout dans un. Alors, ils ont une petite dimension critique, mais minuscule, qui n'a plus rien à voir, me semble-t-il, avec ce qui fait vraiment le fondement des associations de terrain, quoi. C'est un des gros effets de bord de la marchandisation. Il y a plein d'autres phénomènes qui génèrent ce genre d'effet de bord, mais la marchandisation qui pousse à la concentration génère cet énorme phénomène de l'avènement des gestionnaires, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est en ça qu'on a absolument besoin d'avoir des politiques associatives ultra territorialisées. Et si possible, à terme, j'aimerais bien avoir les débats au futur avec le maximum d'entre vous, mais de réfléchir à des modes de financement qui nous détachent ou qui nous protègent du pouvoir politique. Je ne sais pas si le FDVA peut être considéré comme un instrument en France, mais dans mon secteur, moi, j'ai porté la création d'une caisse de financement de la vie associative sectorielle qui était co-gouvernée par les corps intermédiaires. Et typiquement, l'enjeu, on s'est raté, hein, mais on avait fait un bon coup politique au Sénat, qui était passé à l'unanimité au Sénat, notre truc, et c'était co-gouverné par les élus représentés, les ONG environnementales, les ONG sociales et les assos de réemploi. En gros, voilà, on a cette réflexion aujourd'hui de comment on reterritorialise l'action associative et comment, si possible, on la rend la plus indépendante du pouvoir politique. Mais ce qui est, par exemple, hier, j'étais dans cette école d'assistants sociaux. Ils ont un master en ce qu'ils appellent en gestion de travail social. Et j'entends que le master, en fait, c'est une formation au management associatif. Il n'y a pas la dimension politique, elle n'y est plus du tout. On leur apprend la gestion des ressources humaines, les trucs, les bazars. Mais l'analyse politique, il n'y a rien, quoi. Ça devient presque une analyse politique uniquement basée sur la récolte de fonds, quoi. C'est tout. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Pour analyser ce phénomène dans le milieu environnemental, il y a une théorie. Il y a un concept qu'on appelle le shifting baseline. À l'anglaise, là, je ne saurais même pas comment le traduire à la française. Mais en gros, c'est l'étude de comment, quand on détruit les infrastructures et donc on érode la culture qui en dépend, nos bases de référence changent de génération en génération. Et pour ma part, c'est pour ça que j'essaie de m'impliquer au maximum sur le fait européen, parce qu'en fait, il est structurant de la pensée politique qui nous sera permise ou non demain, en gros. Quand on touche à la structure de l'intervention publique, quand on touche à la structure de l'intérêt général, dans un cadre européen qui prédomine nos cadres nationaux, d'ailleurs, ça ne devrait pas, hein, les États membres ont possibilité de subsidiarité sur la définition de l'intérêt général, sauf qu'on le fait de moins en moins. Mais quand on touche à ces structures européennes, on touchera profondément dans les 30 prochaines années aux infrastructures qui nous permettent d'être et de penser comme on est. Voilà. Et d'agir, évidemment. Je voudrais... petit retour Jean-Baptiste. Je l'ai lu, la tribune, là, je ne sais même pas si je l'avais déjà vu passer. Et van der Leyen, elle va agir. Et à mon avis, elle va prendre les deux instruments, le plan ESS et le travail Lagodinsky, donc possiblement une réponse législative sur la question associative, pour dire qu'elle a rempli le taf.
À mon avis, c'est ça les 2 gros instruments de la fin de la mandature, parce que 2023, c'est la dernière année de mandature. Et le blême de tout ça, je suis resté sur la Godinsky, mais le plan ESS, c'est un enfer, hein, pour moi. C'est un enfer, c'est rempli de marchés publics, c'est rempli de contrats à impact social, c'est hyper teinté de logique de concurrence. Avec un autre énorme risque aujourd'hui pour la question de l'économie sociale, c'est qu'il va falloir définir un périmètre de définition de l'entrepreneuriat social européen et qu'on risque de finir dans l'escarcelle. Voire on est déjà presque dans l'escarcelle. Et donc ça me fait basculer sur ta question, Marianne. En fait, je crois aujourd'hui que la bataille du monde de l'économie sociale et solidaire se divise en 2, si je dois avoir les trucs de gros traits un peu dichotomiques, là, histoire de simplifier la pensée politique. On a 2 grands mouvements, quoi. On a un mouvement qui aujourd'hui dit la bataille pour l'argent public, respectueuse du fait associatif, est perdue. Et donc, le grand enjeu de demain, c'est la taxonomie, c'est-à-dire en gros l'accès aux fonds privés. Voilà. Sachant qu'on a des centaines de milliards aujourd'hui de fonds d'investissement privés qui considèrent, et c'est à tout à fait raison, avoir des placements financiers qui les enferment dans l'incapacité d'agir pour la transition écologique et pour les questions sociales. Donc on est dans un gros moment de renouvellement de légitimité du capitalisme et de la finance qui tente à minima à se verdir et qui demain tentera à se rendre dite sociale, que la considération qu'il n'est pas possible de faire du travail social universel dans un contexte de marché est de plus en plus faible, et que du coup on a tout un pan de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social qui se dit l'avenir aujourd'hui est à l'accès au patrimoine privé, et donc au fonds d'investissement. Et donc l'avenir est à ce qu'on vient de faire en matière de taxonomie environnementale, c'est-à-dire en gros de dire ça c'est vert, ça c'est pas vert en matière d'investissement. Et on le voit bien, un travail de taxonomie déjà c'est un enfer technico-technique, de qualifier ce qui est vert, pas vert, machin. Et on voit aussi que du coup on qualifie un paquet de trucs verts qui le sont pas du tout. Et sur la question sociale, c'est dramatique parce que ça sous-tend la pensée politique qu'il est possible d'agir pour des questions sociales de manière totalement autofinancée et donc totalement privatisée, et avec un objectif lucratif, si possible limité, histoire de ne pas faire trop de dommages. Voilà. Et de l'autre côté, et je trouve que ce champ est de plus en plus réduit, la bataille qui consiste à dire, en fait, si on fait péter les critères de convergence, c'est-à-dire la régulation de la dette, ce qui risque de se passer à l'échelle européenne bientôt, c'est-à-dire les fameux critères des 3%, pour encaisser la transition, il va falloir débourser des milliards. Voilà. On le sait, en France, on estime à peu près 70 milliards de dépenses supplémentaires par an. Voilà. Autant les néolibéraux que l'extrême gauche. Donc on est sur des ordres de grandeur qui vont dire qu'il va falloir péter les critères de convergence. L'Europe va certainement le faire. La grande bataille de demain, c'est où est-ce qu'on va foutre l'argent, quoi. Et les voix qui aujourd'hui disent on doit utiliser cet argent pour reconsolider les services publics et pour fabriquer un tissu citoyen démocratique résilient face aux migrations et ainsi de suite, sont très faibles. Voilà. Globalement, on est en train de perdre la bataille. Le MEDEF en priorité et les organisations des entreprises qui sont rendus compte qu'on pouvait envoyer 60 milliards, je ne sais plus combien on a eu sur le plan de relance, de pognon dans les grandes boîtes sans conditionnalité, sont les premiers aujourd'hui à critiquer les limitations de la dette. Hein. On est vraiment dans un grand changement de paradigme. Même Macron a fait une tribune il y a 8 mois avec Draghi pour dire que les critères de convergence sont une ineptie, c'est-à-dire les fameux 3%. Voilà, on est dans un moment où on va libérer la dépense publique, produire de la dette, et la question, ça va être au service de quoi? Je me permets de rebondir sur tes propos, Martin, parce que effectivement, si on analyse l'évolution du statut associatif au niveau européen, on a perdu la bataille, je crois que tu as à peu près raison. Ceci étant dit, moi, ce que je vois sur le terrain alors je veux pas choquer les gens qui sont aussi, mais de la ruralité, c'est que le tissu associatif sur une ville comme Thiers, qui est une ville entre 12 et 15 000 habitants, c'est un filet de sécurité qui s'organise. Et ce que je vois aussi en suivant le travaux des postes urbains, c'est qu'aujourd'hui, les gens abandonnent le statut associatif et abandonnent la demande de subvention pour aller vers le collectif sans hiérarchie et des initiatives locales, entre guillemets, qui passent sous les radars. Et je pense que comme on va
clairement, c'est pas parce que j'achète aujourd'hui de l'essence durable, alors que hier j'achetais simplement de l'essence, que ça va changer grand-chose au trajet environnemental qu'on est en train de suivre actuellement. Donc, je pense que si le tissu associatif localement se prépare à exister et se prépare à créer des solidarités et une espèce de résilience, c'est ça que le tissu associatif survivra. Et finalement, quand on se reporte à l'histoire des associations, c'est aussi comme ça qu'est né le tissu associatif, une espèce d'espèce de réseau informel de résilience. C'est pour ça que je me permets d'être un peu plus optimiste que toi. Mais effectivement, je pense que l'associationnisme va avoir un mal de chien à vivre de l'argent public qui est malgré tout le nôtre. Voilà, je voulais réagir là-dessus parce que je parle donc de tiers et d'une situation qui est de la ruralité, qui n'est pas très prise en compte dans les discours. Ouais. Mais tu vois, Olivier, pour ma part, j'ai dévoué mon combat à la dépense publique. Voilà, en gros. Le gros de mon combat, c'est de fabriquer les cadres qui permettent aux organisations associatives et si possible militantes d'avoir les moyens d'exister et de correctement vivre, voire d'embaucher s'il y a besoin d'embaucher. Je pense que ce combat, pour moi, il n'est pas tout à fait perdu. Tu parlais tout à l'heure de ton engagement à la France Insoumise. La NUPES a fait un coup, pour moi, monumental sur les législatives, qui consiste à fonder son objet marketing de réunion, enfin d'union, autour de la désobéissance à Bruxelles. C'était complètement hors norme de faire un truc pareil. Je veux dire, personne ne comprend. Ils se font taper sur la tronche par la majorité en disant des autonomes qui vont foutre l'Europe en l'air et autres. N'empêche qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de fabriquer un environnement social et de transition sans désobéir aux règles des traités. De pas bouger. Voilà. Et c'est assez génial d'avoir réussi à emmener le PS. Pardon, je viens de baisser la main. Gilles, je crois. Non, d'abord. Le sujet de désobéir à Bruxelles est pour moi un des objets politiques. Gilles, il faut que tu éteignes ton micro. Vas-y, Marthe, du coup. Olivier, Pierre, tu voulais parler? Mais on est à 22, donc ouais. En fait, il faut prendre une dernière petite... voilà, et puis je pense qu'on va terminer la réunion. Alors, Pierre, tu voulais encore dire quelque chose? Oui, juste dire, hier j'écoutais Touraine à propos de tout ce qu'il avance là sur la fin des sociétés. Et donc, dans cette conférence-là, il disait que ce qu'il fallait prendre en compte, c'est que les budgets qui circulent dans les multinationales qui sont hors taxation dépassent les produits nationaux de pays comme l'Amérique. Voilà. Donc, c'est vertigineux. Donc, ça veut dire qu'avant, on pouvait parler, je ne sais pas moi, de certains pays qui avaient des produits. Mais là, on est dans une espèce de situation économique où il y a des montants, des instances économiques qui ont des rôles informels qui sont hyper importants. Donc, moi, je me demande en quoi il n'y a pas aussi à essayer d'avoir un débat avec, je ne sais pas, avec ce monde-là. J'ai pas enfin, je veux dire, rencontrer Musk, j'ai pas tellement envie, ou Gates, ou Bill Gates, mais je me dis, mais peut-être que quand même, il faudrait quand même au moins causer avec eux pour leur demander un peu comment eux imaginent la place du secteur associatif, quoi. Et les interroger sur cette dimension économique, la compatibilité entre l'initiative associative et une logique de concurrence. Parce que à terme, pour moi, le service public est mort. Enfin, c'est vraiment... il y a tout ce domaine privé qui prend le dessus, quoi. Voilà.
Et là, on rejoint la notion d'investissement impact social. Mais on aurait énormément encore à dire sur toutes ces questions. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse genre 5 cafés sur l'Europe. Enfin, il faut vraiment qu'on travaille ces questions. Elles sont extrêmement importantes. Et Martin, je retiens la phrase sur ce qui se décide en Europe va structurer la façon dont on pense nos associations là dans les prochaines années. C'est super important, je trouve, de vraiment se saisir de ça. On n'aura pas le temps alors je sais pas, ou alors je demande aux plus anciens du CAC de m'aider. Est-ce qu'on fait un mini tour de propositions de lecture Martin, vraiment encore merci pour toutes ces informations qu'il va falloir qu'on travaille aussi pour pouvoir chacun s'en saisir, parce que tu dois pas rester tout seul. On n'est pas Avec assez ça. nombreux, c'est sûr.